Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Mireille que nous allons écouter. Mireille, c'est une Gabonaise originaire de l'Astourville qui vit à Manda depuis 20 ans. Maman de 8 enfants, elle va nous livrer une partie de sa vie au travers de cet épisode, et notamment comment ses 8 grossesses et la perte de son mari l'ont transformée en une femme forte, une femme inspirante et une femme indépendante. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'être là et d'accepter de nous livrer une partie de ta vie. Est-ce que tu voudrais bien commencer ce podcast par te présenter, s'il te plaît? D'accord. Bon, moi, je me prénomme Mireille et ma ville natale, elle est de l'Astourville et je suis à Manda parce que c'est le travail qui a amené mon époux ici et c'est comme ça que moi, j'habite maintenant à Manda. Et voilà, donc mon histoire, elle est longue et elle est triste. Et je vais pas trop dire parce que sinon si je dis tout, ce serait trop long. Donc je prendrai les trucs, l'essentiel pour que les gens puissent écouter. Donc je serai pas trop long pour ça parce que ça va prendre beaucoup de pages si je raconte toute mon histoire. D'accord, Mireille. Ok. Mireille, comment est composée ta famille? Tu as des enfants? Quel âge tu as? Bon, j'ai des enfants et aujourd'hui mon âge, j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc je l'ai pas encore pris, je l'ai pris le 19, mais sinon j'ai déjà 42 ans. Donc j'ai 8 gosses, j'ai 8 enfants. Donc mes 8 enfants, je les fais avec mon époux. Donc si vous voulez que je raconte mon histoire de mes enfants, je le ferai. Donc ma première fille c'est Daniska, elle a 18 ans. Et la deuxième, c'est Chalman, elle a 17 ans. La troisième, c'est Lorcia, elle a 15 ans. Et le quatrième, c'est un garçon, c'est Owen, il a 12 ans. Et celle qui suit Owen, c'est une fille, c'est Lizzie, elle a 10 ans. Et après vient Raphaël, qui a 7 ans. Et l'avant-dernier, c'est Ayane, il a 6 ans. Et la dernière, c'est Gloria, qui a 3 ans. D'accord, ça fait une jolie tribu, dis donc, tu es bien entourée à la maison. Oui, avec les enfants, ouais. Alors, est-ce que tu es d'accord si on revient au commencement de tout ça? Donc, comment est-ce que tu as rencontré ton époux? Et puis ensuite, comment est venu le désir du premier enfant? Et après, on pourrait parler un peu de tes accouchements, tes grossesses, si tu es d'accord. Ok. Bon, mon époux, je l'ai croisé ici. Je venais pour les vacances, mais j'habitais à Libreville. Donc, je venais pour les vacances chez ma grand-mère. Et c'est comme ça que moi j'ai fait la connaissance de mon époux, qui est devenu mon mari. Donc, je l'ai connu ici pendant les vacances et on a commencé à dialoguer, à vivre. Et je suis repartie sur Libreville. Il est venu me chercher chez mes parents à Libreville et on est descendu ici. Et lorsqu'on est descendu ici, on a fait 1 an ici à Manda. Ça ne marchait pas et voilà comment nous sommes repartis sur Kulamoto. Donc en allant là-bas, c'est comme ça que moi j'ai attrapé ma première grossesse, qui est ma fille Daniska. Et quand je l'ai eue, je savais pas que j'étais enceinte moi parce que j'ai quand même mis du temps avec lui sans consommer, vous voyez. Donc je savais pas que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que je me sentais un peu mal à l'aise parfois à la maison et tout. Et voilà, j'ai demandé à mon mari si on pouvait pas aller à l'hôpital. Et c'est ainsi que lui et moi nous sommes partis à l'hôpital. Quand je vais, c'est un gynécologue qui me reçoit et qui m'emmène dans sa salle, qui me fait les examens et tout. En me faisant les examens, il me dit, je suis enceinte. Et je crie, je dis, non, je suis pas enceinte parce que j'ai les menstrues qui coulent là.
Il me dit non, mais tous les enfants, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui viennent, tu as menstrué pendant 3 mois. Après, ça se stoppe. Ouais, ça stoppe et tout. Et voilà, tu es enceinte de 2 semaines, mais tu as une fille dans ton ventre. Donc, à l'instant même, quand il a fait l'examen, il a constaté le sexe de l'enfant et tout. Et j'étais contente parce que je voyais les autres avec les enfants et tout, tu vois. Donc, je disais, oh mon Dieu, et c'est moi aussi, je pourrais aussi être maman un jour et tout. Et voilà comment j'ai eu ma première grossesse. Donc, je l'ai suivie, mais de toutes mes grossesses, j'ai mis mes enfants à voie normale. Par voie basse. Pas basse, ouais. Je n'ai pas eu de complications pour l'accouchement. Donc, pour Daniska, j'ai eu comment la dirais-je, les problèmes parce que je savais pas que là, c'était les douleurs. Mais je ressentais les piquements du ventre et tout. Et quand je vais à l'hôpital, on me fait les trucs des douches, des toilettes et tout. Et me disent, non, mais tu es en terme et tu as 2 doigts. Donc, c'est l'enfant. Je dis, comment ça, c'est l'enfant? Il dit, oui, c'est l'enfant et tout. Il me pose des questions, tu es arrivé avec qui? Je dis, je suis arrivé avec mon mari et tout. Il est où? Il est dehors. Maintenant, le moment là, il fallait accoucher, vraiment, ça m'a pris du temps. Donc, j'ai fait pratiquement 4 heures de temps dans la salle, sans pourtant que Daniska ne sort. Et le médecin a trouvé ça un peu de bizarre et tout. Il a demandé là où il était, je dis, il est au couloir. Et il est parti vers lui dire que... Vers ton mari? Ouais. Que depuis que ta femme est arrivée dans la salle, c'est compliqué parce que là, elle a fait 4 heures de temps et elle est fatiguée, elle n'arrive même plus à pousser et tout. Et est-ce que vous n'avez pas d'études, comment il faut faire et tout? Et parce que si ça retarde encore, on amène ta femme au bloc. Mon mari dit non. On pourra pas amener ma femme au bloc. Le médecin lui dit, pourquoi tu dis ça? Il dit non, elle ne pourra pas aller au bloc parce que ici, elle n'a ni parents. Je suis la seule personne qui est son parent. Donc, je ne veux pas accepter que ma femme va accoucher son premier enfant par opération, tu vois. Donc, le médecin était vraiment, je sais pas comment le médecin a pris ça et tout. Il a dit au médecin que repartez, ma femme va accoucher. Donc, je sais pas, il avait une ceinture qu'il n'avait pas enlevée. Donc, chez nous, c'est un tic. Donc, quand la femme est en travail, donc tu dois enlever ta ceinture de ton pantalon. Le mari doit faire ça? Oui, le mari doit faire ça. Parce que quand il bloque, l'enfant aussi se bloque. Donc, une fois qu'il a relâché sa ceinture, tu vois, il a appelé l'une de ses sœurs et tout. Depuis que Mireille est allée à la salle d'accouchement, elle n'a pas encore accouché. Sa sœur lui dit, tu as quoi? Tu as porté quoi? La culotte ou le pantalon? Il dit non, c'est le pantalon. Sur ton pantalon, il y a la ceinture. Oh oui, il y a la ceinture. Donc, le fait, sa sœur l'a dit d'enlever la ceinture. Donc, quand il enlève la ceinture, quand le médecin rentre, mon enfant était déjà, la tête était déjà entre mes cuisses, tu vois. En train de sortir. Ouais, en train de sortir. Le médecin, donc, l'a attrapé juste avec une main qui avait pas de gants et l'autre qui avait il y avait le gant. Donc, il a dit, je peux plus rien faire. Donc, il a tiré l'enfant et que j'ai poussé ma fille, tu vois. Donc, ça veut dire que, ici, on a des traditions qui sont un peu bizarres un peu. Et lorsque tu es en travail, si tu as discuté, par exemple, avec un parent et que le parent te lance une parole, tu vois, ça bloque. Donc, il faut aller vers cette personne et demander pardon, que lui, il arrive, par exemple, à la salle de l'hôpitalisation. Donc, mais ces trucs, ces crachats et tout, donc, il te masse le ventre, tu vois, quand il sort, pouf, l'enfant sort aussi. Tu veux dire que il pourrait y avoir des personnes dans ta famille qui t'empêchent d'avoir une grossesse ou d'accoucher et que cette personne-là peut venir débloquer et aider à faire le travail. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et toi, ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé pour Daniska. Parce que Daniska, son père avait sa ceinture sur son rein. Et lorsqu'il a enlevé sa ceinture sur son rein, aussitôt l'enfant est sorti, tu vois. Ouais. D'accord, donc. Et alors, c'était beaucoup de souffrance, cet accouchement? Ouais, le premier accouchement, j'avais vraiment des problèmes, ouais. C'était long. Parce que je me sentais déjà fatiguée, je n'arrivais même plus à pousser, quoi. Ouais. C'est la première grossesse. Donc, c'est Daniska qui m'a fait souffrir, mais les autres enfants, non. Je les poussais déjà comme je voulais. Comme une lettre à la poste. Ouais. Et, enfin, explique-moi, il n'y a pas la péridurale ici? Non. On n'a pas ça ici. Vous poussez, vous faites toutes des accouchements naturels, physiologiques, comme on dit? Ouais. Sauf quand ça traîne un peu, ils te mettent une perfusion avec un produit qui accélère les douleurs, tu vois. D'accord. Ouais. Donc les douleurs,
le ventre, ça pique, et la perfusion, si qu'on t'a mis aussi à l'intérieur sur ton bras aussi, ça pique, donc pour que l'enfant puisse vite sortir. D'accord. Ouais. Ok. Et donc les 8 grossesses se sont bien passées sans complications? Non, sans complications. Ah, dis donc, quelle chance. Ouais. Et raconte-moi alors, après les accouchements, comment est-ce que ça se passe? Déjà, par exemple, après Daniska, tu rentres à la maison, tu as l'aide de ta famille. Comment est-ce que tu rééduques le périnée ici? Raconte-moi comment ça se passe. Bon, en gros, je veux dire que j'ai toujours fait mes enfants avec mon époux. On n'a pas d'aide. Donc, quand je sors de l'hôpital, si j'ai fait 3 jours, donc quand j'arrive le 4e jour, j'ai commencé à faire des travaux ménagers de la maison, préparer. Et c'est mon époux qui me fait de l'eau chaude comme nous ici en Afrique, tu vois. Donc, lui, il chauffe de l'eau, mais il ne fait pas comme une mère, quoi. Il fait de sa manière. Donc, il prend la serviette avec de l'eau chaude. Lui, au lieu de frapper, il me masse le ventre avec cette serviette qui est chaude. D'accord. Ouais. Et ça permet de rééduquer ton périnée? Ouais. C'est comme ça que vous faites ici? C'est comme ça qu'on en fait ici. Vous faites ça pendant combien de temps? Bon, s'il y a une famille, si tu as quelqu'un qui vient te faire ça, tu peux faire ça pendant 1 mois. Mais comme je n'avais personne, donc je faisais juste 2 semaines. D'accord. Ouais. Donc tu fais bouillir de l'eau, tu mets une serviette chaude dedans, ouais. Et ensuite, soit tu la frappes sur le ventre de la femme, soit tu fais un massage. Massage, ouais. Soit tu fais un massage. D'accord. Et il y a d'autres techniques autrement? Oui, il y a d'autres techniques. Il y a d'autres. Quand tu as de la famille, par exemple, si ta maman vient te faire de l'eau chaude, elle prend la serviette, elle te frappe ça sur le ventre. Mais il y a d'autres ethnies, eux, c'est avec du balai en tige. Ah. Ouais. Donc, de l'eau bouillante là. Donc, elle prend le balai en tige là, elle trempe ça dans de l'eau bouillante. Donc, elle te frappe avec du balai. Donc, de l'eau là, te touche sur ton ventre. Et finalement, ça fait contracter les abdos et ça remuscle un peu le tout. Ouais. Et ton ventre devient plat. D'accord. Ouais. Du coup, finalement, tu me dis que t'as pas eu l'aide de vos familles et pareil, par la suite, vous étiez vraiment, toi et ton mari, pour éduquer vos 8 enfants. Ouais. C'est nous, moi, qui avons éduqué nos enfants. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et aujourd'hui, vous en avez 8, mais tu me disais que tu aurais pu en avoir plus. Est-ce que tu veux bien me raconter ce morceau de ta vie? Ah, ouais. Aujourd'hui, je me suis arrêtée à 8, c'est parce que je devais normalement avoir 10. Je devais avoir 10 gosses et tout. J'ai enlevé 2 grossesses parce que je pouvais pas avoir 10 gosses, quoi. Et c'est comme si je savais que mon époux et moi, on ne devait pas vieillir ensemble, tu vois. Et donc. Parce que ton époux est décédé. Oui, parce que mon époux est décédé. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans qu'il est décédé. Donc, c'est juste l'avenir que j'ai juste prévenu comme ça. Parce que si je devais avoir tous ces 10 gosses-là, je sais pas comment je devais m'en sortir avec tout ça. Donc, j'ai enlevé 2 grossesses, mais à l'insu de mon mari, parce que lui n'aimait pas ça, quoi. Il disait que ça, c'est un péché. On peut pas du tout, c'est un être humain, donc, mais je faisais ça derrière son dos. Donc, et comment? Je prenais des médicaments sans pourtant le dire que je suis en train de prendre les médicaments pour faire l'avortement. Et quand j'ai fait le 9e enfant, ça m'a mené un peu des problèmes et tout. Donc, le fœtus est resté pendant 3 mois dans le ventre. Mais j'ai commencé à prendre les médicaments depuis 1 mois, tu vois. Donc, il y avait toujours l'évolution de l'enfant. Mais c'est quand il me remet les sous, qu'il va à l'hôpital commencer les visites, parce que nous on commence les visites ici en 3 mois de grossesse. D'accord. Ouais. Donc t'as quand même je suis allée faire les examens. Ouais, je suis allée faire les examens, mais lorsque j'arrive sur le lit de l'hôpital pour vouloir m'escorter des examens et tout, je vois les menstrues qui sortent, tu vois. Et la sage-femme me dit, tu as les menstrues, pourquoi? Je dis non, mais je sais pas moi. Je sais pas. Et pourtant, je savais ce que j'avais déjà fait. Donc, je peux pas lui dire que non, j'ai fait un avortement depuis. Donc, elle m'a dit, ok, ça arrive souvent aux femmes enceintes. Souvent, il y en a qui ont les menstrues. Et elle m'a fait prescrire une ordonnance pour que je puisse y aller acheter pour que le sang puisse se calmer et tout.
Mais je n'ai pas pris, j'ai pris l'ordonnance, mais je n'ai pas acheté parce que je sais ce que j'ai fait. Donc, je suis allée à la maison. Quand j'arrive, ça continue à couler et tout. Mon mari me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, je sais pas, moi. Je sais pas ce qui s'est passé et tout. Et il me dit, mais c'est depuis l'hôpital? Je dis, oui, c'est depuis l'hôpital et tout. Il prend l'ordonnance pour vouloir aller acheter les médicaments. J'ai dit, non, ça va. Bon, je pouvais plus trop le cacher, quoi. J'étais obligée de le dire parce qu'il va aller dépenser de l'argent pour rien. Je lui ai dit, non, j'ai pris des médicaments et tout. Quel genre de médicaments? Je lui ai dit, non, j'avais un peu le maux de tête et tout. Je savais pas que c'était déconseillé pour une femme enceinte. Donc, je l'ai bu. Donc, j'ai dépassé la dose et tout. Peut-être que ça connaît ça que la grossesse est menacée. Il dit, c'est pas normal. Il fallait lire la notice. Je dis, je n'ai pas fait attention parce que la tête vraiment me faisait tellement mal que je pouvais pas prendre la peine de lire la notice et tout. Tu vois, c'est passé comme ça. Pef. Donc, le 9e enfant, il est parti. Et le 10e, j'ai forcé mon mari de m'injecter, tu vois. Donc, je lui ai dit, je peux pas garder aussi cette grossesse. Il dit, pourquoi? La 9e, celui-ci, tu as enlevé. Lui aussi? Je dis, non, je peux pas. Je peux pas garder parce que lorsque je suis enceinte, j'ai envie de faire des choses et tout. Quand j'ai un personne, comment dirais-je, il m'avait mis dans un centre et tout. Quand je vais aller faire des formations, il me grossit et quand l'enfant naît, je demande de prendre une nounou pour garder. Il dit non, il n'a pas assez d'argent. Donc, je lui ai dit non, je veux plus ça. Donc, on garde les 8 qui sont déjà dehors là. C'est mieux maintenant qu'on les garde. Je veux plus faire d'autres enfants. Parce que il t'empêchait, en fait, finalement, de faire des formations, de trouver un travail, d'avoir un petit peu ton indépendance financière. Il voulait que tu restes à la maison, que tu t'occupes des enfants. Voilà. Donc, il voyait femme maison, tu vois. Donc, il ne voulait pas que j'ai mes poignées aussi comme les autres femmes. Donc, c'est un peu ça. Mais donc, le 10e enfant, il a participé quand même. Je l'ai forcé, mais il a fait malgré son gré, quoi. Mais comment avez-vous fait ça? Là, il fallait les injections maintenant. Donc, je vais à la pharmacie. Je dis, j'ai besoin de, comment on appelle ce médicament? J'oublie le nom du médicament, en tout cas. La sage-femme, celle qui... La pharmacienne? Ouais. Elle me donne parce que ici, les pharmacies sont bizarres. Même si tu n'as pas l'ordonnance, tu vois, ils te serrent un médicament. D'accord. Ouais. Donc, j'ai pris ça. Et quand tu suis allé à la maison, je lui ai dit, tu dois m'injecter. Là, il savait que j'étais enceinte. Mais c'était un médicament exprès pour l'avortement ou ça avait rien à voir, ce médicament? C'était expressement. Pas un médicament de l'avortement. Ça, c'est normalement, ce sont des médicaments, par exemple, de palu, tu vois. D'accord. Quelque chose de très fort. Voilà, oui. Et toi, tu savais que si tu prenais ça, ouais, c'est la grossesse. Ça allait mettre un terme à ta grossesse. Ouais. D'accord. Et il a fallu l'injecter avec une piqûre? Ouais, avec une piqûre. Et c'est ton mari qui l'a fait? C'est lui qui me l'a fait. Donc, je l'ai supplié, mais en tout cas, il ne voulait pas du tout. Il dit que ça, c'est homme qui rend les comptes devant Dieu, parce que là, je suis en train de comment dirais-je, de t'encourager de faire des trucs en tant je veux pas ça. Pour lesquels il n'était pas d'accord. Ouais, il n'était pas d'accord. Ses croyances, non, ses convictions. Ouais. Mais à la fin, il a quand même fait. Pour toi, par amour pour toi. Ouais, il a injecté. Il fallait faire 3 injections. Donc, d'accord. Le matin et le soir, tu vois. Donc, il a injecté et pouf, il est sorti. Combien de temps ça a mis? Ça fait 10 secondes. Donc, quand ça commence par chauffer par le dos ici, donc ça te tire le dos. D'accord. Ouais. Et quand ça se tire et ça revient par le bas-ventre comme ça, tu te coupes comme ça, tu cries à l'air. Pouf. Paf. Ça sort. Parce que lui, le dernier que j'ai enlevé, j'avais pratiquement 4 mois. Et l'enfant était déjà vraiment bien formé, quoi. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire, tu as vu... J'ai vu. Le fœtus. D'accord. Ouais. Donc... Et ça va, c'était pas des moments qui étaient trop durs à vivre? Oh, non. Parce que tu avais déjà beaucoup d'enfants et tu avais envie d'un peu de liberté. Ouais, de liberté, ouais. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas accepté les 2 grossesses et tout. Donc j'ai enlevé 2. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de ta vie aujourd'hui, puisque tu as perdu ton mari il y a maintenant 2 ans? Ouais. Comment est-ce que tu organises ta vie de famille? Comment est-ce que tu gères ta famille? Bon, c'est une partie un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, j'ai eu une grâce vraiment qui a fait qu'aujourd'hui je sois telle que je suis.
Et la mort de mon mari, vraiment, ça m'a vraiment pénalisée parce que auparavant, je ne pouvais pas me débrouiller. Et c'est lui qui faisait tout pour moi. Donc, il n'acceptait pas que j'aille faire des petits bricoles. Donc, lui disait qu'il était capable de tout. D'assumer. Ouais, de vos tout coûts assumer. financiers, Ouais. votre famille. Mhm. Et lorsqu'il est décédé, moi, je disais que ma vie s'est arrêtée, quoi. Parce que je ne savais pas où partir, où commencer. Donc, je me suis garée à la maison, en me lamentant toute seule, je disais, mon Dieu, cet homme, je sais pas s'il m'avait rendu un bon service ou un mauvais service. Parce que il m'aurait toujours accepté de faire comme ce que certaines femmes font. Aujourd'hui, je ne veux pas être comme ça. Comment je ferais pour ces enfants? Comment je ferais? Parce que lui, il était tout pour nous. Il était ma mère, mon père, mon oncle, tout, quoi. Il se dépendait de lui-même. Il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne l'aider. Et quand il m'a laissé, j'ai vu comme si le ciel tombait sur moi. Je me lamentais tout le temps, je pleurais. Je disais comment je ferais pour nourrir ces enfants. Et comme Dieu ne laisse personne, Dieu est toujours là pour des personnes comme nous autres. Et c'est comme ça, un matin, je suis devant ma terrasse. Là, je vendais un peu de boissons dans ma maison, mais pas dans le bar. C'est un monsieur qui arrive et tout. Je sais pas si c'est un envoyé de Dieu ou quoi, je sais pas trop. Il arrive et il commande une boisson que je n'en ai pas. Et moi, je me lève, je vais le prendre ça quelque part. Quand je viens, je le donne. Il me dit merci beaucoup. Je lui dis pas de quoi. Et c'est comme ça comment il a commencé à fréquenter ce coin. Et j'ai acheté la boisson qu'il m'avait demandé de lui acheter ailleurs parce que je sais que c'est ce qu'il buvait. Donc il est revenu. Il est revenu. Donc quand il revient, à chaque fois quand il revenait, il ne voyait pas d'un homme sorti de ma maison, juste moi et mes enfants. Mm-hmm. Ouais. C'est ainsi qu'il me pose la question, madame, ouais. Tous ces enfants, ce sont tes enfants? Je dis oui, ce sont mes enfants. Il me pose la question, mais ton époux? Je dis malheureusement, mon époux vient à peine de me quitter. Oh mon Dieu. Mes condoléances, c'est tout. Je dis pas de quoi, merci. Et un jour, quand il revient, il me regarde. Avec un peu de tout ce que j'étais en train de vendre, il voyait que ça, je pouvais rien faire pour mes enfants. Et il me pose la question, est-ce que tu n'as envie pas de travailler quelque part et tout? Je dis si, c'est ce que je cherche parce que je ne sais même pas où commencer. Il me dit, ok, est-ce que tu peux faire ton dossier? Je dis ouais, je vais faire le dossier. Quand j'ai pris ce dossier, je l'ai remis. Et il est venu me dire, bon, tu vas attendre pendant 1 mois parce que le directeur viendra après 1 mois. Et tu vas travailler avec lui. J'ai dit, oh mon Dieu, merci beaucoup. Et c'est ainsi que quand ce monsieur est arrivé, le directeur est arrivé, et le directeur m'a fait appel dans son bureau et tout. Et j'étais vêtue en panier, comme nous, quand on perd quelqu'un, tu vois, le mari, tu n'as pas de haut. Donc tu portes juste un pagne. D'accord. De pagne et tout. Mais ce jour, comme j'allais rencontrer le directeur, je ne pouvais pas aller torse nu juste avec les soutiens et le pagne. Mm-hmm. Donc j'étais obligée de mettre un haut au-dessus de mon pagne. Et je suis allée croiser ce directeur. Et quand le directeur m'a vu, je sais pas si c'était la compassion ou quoi, je sais pas. Bon, il n'a même pas cherché à beaucoup parler avec moi. Mm-hmm. Il m'a dit, est-ce que tu sais faire le ménage? Est-ce que tu as déjà travaillé un jour? Je dis non, j'ai travaillé juste dans ma maison. Je n'ai jamais travaillé hors part de ma maison. Il me dit, ok, mais j'ai ma femme et mon enfant, donc quand ils viendront, tu vas t'en occuper de mon fils et faire un peu tout ce que tu sais faire. Je dis, ok, monsieur. Donc, c'est ainsi que je suis sortie de ce bureau. Avec un travail. Et de l'espoir. Et de l'espoir, ouais, de l'espoir. Et quand je suis sortie du bureau de ce monsieur, le directeur de cette société, et arrivé en route, tu vois, les larmes sont sorties toutes seules. Je dis oui, donc il y a encore des personnes sur la terre qui aiment les autres. Donc, vraiment, je dis chapeau à ce monsieur aujourd'hui qui m'a donné encore, ça c'est une vie qu'il m'a donnée. Et moi qui croyais que cette vie, je ne pouvais plus l'avoir. Donc, j'ai dit à ce monsieur vraiment, merci pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Et aujourd'hui, je deviens indépendante. Mm-hmm. Indépendante de moi-même.
Et aujourd'hui, je deviens le bouclier de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai pris la place de leur père. Et je suis en train de faire ce que les pères faisaient. Pour ne pas qu'ils ont un regret que lorsque papa était, on avait ça et aujourd'hui il n'a pas. Non, je fais tout le possible qu'il ne regrette absolument rien avec tout le peu ce que je gagne. J'ai nourri mes enfants. C'est tout pour eux. Ouais. Tu fais tout pour qu'il n'y ait pas de différence avec quand il y avait papa et maintenant que papa n'est plus là. N'est plus là, ouais. Donc, je les comble de tout. Et est-ce que tes enfants en ont conscience? Est-ce que tes enfants te remercient de ça? Bon, comme ils ne sont pas trop bavards, ils sont très réservés, ces enfants. Ils ne parlent pas trop. Bon, c'est pas de leur faute parce que moi aussi je ne dialogue pas vraiment avec eux. Donc quand je rentre, ils sont dans les chambres, je suis au salon. Quand je vais dans ma chambre, ils sont au salon, tu vois. Donc on ne partage pas vraiment. Mais au fond d'eux quand même. Tu sais. Ouais, je sais. Que ils sont en train de dire que maman nous couvre comme ce que papa faisait. Ils ne me disent pas, mais quand je les regarde, je sais que dans leurs yeux, tu le vois. Ouais, je vois qu'ils parlent de bien de moi, quoi. Peut-être aussi ils te remercient en travaillant bien à l'école. Ouais. Pour ça, vraiment, je suis vraiment chapeau pour mes enfants parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation et tout, qui ont des enfants. Et il y a beaucoup que les enfants sont délaissés et qui regrettent pourquoi leur père est parti. Donc, ils vont faire des choses qui ne sont pas bien. Genre, par exemple, pour nourrir leur maman ou pour se nourrir eux-mêmes, quoi. Mais mes enfants, malgré que ça me fait bientôt 1 an que je travaillais, mais nous avions fait 1 an sans boulot, rien du tout. Mais ils ne se sont jamais plaints ou ne sont jamais partis dehors pour vouloir ramener de quoi manger pour que nous tous nous puissions manger. Moi, je disais à mes enfants que cette vie, c'est moi qui dois le faire, pas vous. Je peux faire moi et y aller et vous rapporter de quoi manger. N'osez jamais faire cela, mais c'est pas parce que votre père est mort que je vais vous pousser dans les bras des hommes, non. Tu veux dire que tes jeunes filles, tes plus grandes auraient pu aller voir des hommes. Ouais, parce que les papas n'étaient plus, tu vois. Parce que pendant 1 an, nous avons passé vraiment des moments difficiles. Oui. Des vrais moments difficiles, quoi. Une graine de riz, c'était pas facile pour moi pour donner aux enfants. Donc, j'étais obligée de me battre dans la brousse. Donc, aller chercher de quoi manger pour mes enfants. Donc, on pouvait faire 1 mois, nous mangeons juste des tubercules avec des feuilles de manioc sans huile, tu vois un peu? Sans huile? Oui, sans huile. Sans huile, les enfants même, vraiment, m'y mangeaient, mais c'était malgré eux, quoi. Ouais. Pendant 1 an, vraiment, c'était vraiment la souffrance pour moi et mes enfants. Mais comme ce que je dis, Dieu n'a jamais abandonné ses orphelins et ses veuves. Et ils ont envoyé un ange venu me relever. Donc aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais. C'est beau ce que tu dis, Mireille. Tu peux être fière de toi, c'est vrai. Et donc ici, tu es ménagère, mais tu as aussi d'autres activités à côté. Une formation aussi, si je me trompe pas, de maîtresse en préscolaire. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de tout ça, tout ce que tu fais à côté, tes formations que tu as suivies? Bon, la formation que j'ai suivie, c'est une formation de maîtresse préscolaire. Ça, je l'ai fait lorsque j'étais dans un centre. Et je n'ai pas vraiment exercé ça parce que je n'avais pas la possibilité de partir. Parce que lorsque je faisais les stages, j'étais enceinte. J'allais toujours enceinte faire les stages. Et quand j'accouchais, je n'avais plus la possibilité d'y aller parce qu'il y avait personne pour garder l'enfant parce que mon mari n'avait pas aussi assez de moyens pour trouver une nounou pour garder l'enfant. Donc, j'étais toujours obligée de rester là. Donc, je n'ai pas vraiment exercé sur ce métier. Bon, après ça, il a fait une petite cabane qui est comme bar pour que je ne puisse pas aller ailleurs, tu vois. Accolé à la maison. Voilà, accolé à la maison. Et que c'est avec ça, avant que je ne trouve ce travail, c'est avec ça aussi que j'essayais un peu de me débrouiller avec les enfants. Tu vendais des bières? Oui, je vendais des bières, des boissons, oui. Je vendais des boissons pour que les gens puissent venir acheter, pour que j'ai plus 500 pour acheter du pain ou quoi. Qu'est-ce qui manquait à la maison. D'accord. Ouais. Et dans la société là où je suis une ménagère, ouais. Et je gagne mon compte là où je suis maintenant.
D'accord. Mais tu vas aussi dans les champs? Oui, j'ai fait les champs aussi, et moi je faisais les champs quand mon mari était passé, c'est lui qui déboussait. Mais depuis qu'il est allé 2 ans là, j'ai juste les vieux champs qu'il a laissés que je cultive en ce moment. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu cultives? Je cultive comment on appelle ça, j'ai plante du manioc et la banane. Parce que ici, les tarots ne poussent pas, parce que quand tu plantes les tarots, les bêtes, la brousse viennent déraciner. D'accord. Ouais. Donc, je cultive juste du manioc. En gros, c'est du manioc. D'accord. Ouais. Ok. Merci pour tout ça, Mireille. Pas de quoi, madame. Est-ce que je pourrais te demander si tu avais un conseil à donner à une femme qui vit seule ici aujourd'hui, qui est un peu dans la même situation que toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bon, je ne serai pas vraiment trop long dans ça. Je dirais à cette femme que la vie ne peut pas s'arrêter parce que nous avons perdu un homme et que la vie continue toujours. Donc, je dirais à cette femme qui est comme moi aujourd'hui et qui va écouter cette émission, d'être forte, de ne pas se délaisser. Parce que si on se délaisse, si elle se délaisse, si elle a les enfants seront aussi tristes. Et les enfants penseront que les mamans ont en train de souffrir. Il faut que nous élevons notre mère à les faire n'importe quoi. Et moi, je dis non. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné toute la capacité comme c'est qu'on peut faire. Il nous a donné 10 doigts. Les 10 doigts, c'est pour travailler. C'est pas pour croiser à la maison. Donc, je dirais à cette femme de se lever. Ce n'est pas seulement le travail qui nourrit les enfants, mais les champs aussi nourrissent. Parce que quand j'ai fait 1 an, ce sont les champs qui ont nourri mes enfants. Malgré qu'il y avait des difficultés, mais on se nourrissait quand même. Donc, je dirais à cette personne, cette femme aujourd'hui, qui est comme moi, de ne pas battre, de ne pas laisser ses mains poser, mais d'être forte pour garder ses enfants. Parce qu'il n'y a que les mères qui peuvent garder les enfants. L'homme, aujourd'hui, si c'est un homme qui pèse sa femme, il est libre de prendre qu'il veut. Mais nous, les femmes, on ne peut pas. On va garder ça. Toujours honorer comment dirais-je, la mémoire de son mari. Donc, moi, je dirais à la femme, aujourd'hui, qui est comme moi, de ne pas se battre, de ne pas être faible devant la société. De se battre aussi, oui. Qu'elle se lève pour nourrir ses enfants. Moi, je vais pas donner un conseil à cette maman de laisser livrer ses enfants pour les hommes pour venir le nourrir. Non. Mais elle est capable de se lever et nourrir ses enfants comme ce que son mari faisait. Parce qu'aujourd'hui, nous avions des métiers que les femmes ne faisaient pas auparavant. Mais aujourd'hui, les femmes le font aujourd'hui. Donc, c'est comme notre cas aujourd'hui. Donc, de ne pas être abattu, de ne pas dire que, oh, la vie s'est arrêtée parce que moi aussi, je l'ai pensé avant. Que là, ma vie, vraiment, s'est arrêtée, quoi. Mais je dirais à ces femmes de se lever, de garder leurs enfants, de nourrir les enfants, de se battre pour leurs enfants. Surtout pour l'école, quoi. Oui, surtout pour l'école. Ouais, surtout pour tu en l'école. fais une priorité pour tes enfants. Ouais, pour mes enfants, oui. Je suis fière de mes enfants pour ça. C'est ta fierté. Ouais. Tes enfants. Merci, Mireille. Aujourd'hui, on peut dire que tu es une femme indépendante, qui assume sa famille, qui gère ses enfants, qui rapporte à la maison de quoi manger, de quoi élever tes enfants. Je pense que tes enfants doivent être très très fiers de toi, même s'ils te le disent pas. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on termine cet épisode avec un chant gabonais ou une chanson que tu aurais envie de me chanter? Pour le chant, je ne suis pas vraiment trop forte pour ça. Donc, j'aimerais peut-être, je sais pas trop, que je puisse peut-être quand je viendrai encore pour une 2e fois, sur cette émission. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Ok. Merci beaucoup, Mireille. Le plaisir est là. Merci de t'être livrée, d'avoir accepté de partager des moments si intimes de ta vie. Je vais vous laisser à présent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt sur Hello Africa.